Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau de Nice Matin pour cette émission organisée par Audition Conseil et consacrée aux acouphènes. Je ne sais pas comment exactement on peut l'appeler, mais on verra ça plus tard. On va dire ces bruits qui empoisonnent la vie de milliers, peut-être centaines de milliers, voire millions de personnes. Les chiffres, on verra, devront être un petit peu vérifiés et précisés. Alors, cette émission s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'audition, la 27e édition, l'édition 2024, qui a choisi d'ailleurs ces acouphènes, qui empoisonnent tellement de monde, comme thème central. Alors, on a réuni sur le plateau un certain nombre d'experts que je vais vous présenter rapidement pour évoquer bien sûr les causes, mais aussi, surtout, je dirais, les solutions, puisque c'est ce que tout le monde attend. Alors, je vais commencer par le professeur Nicolas Guevara, chirurgien ORL à l'IUFC et au CHU de Nice. Bonsoir Nicolas, Nancy. Si on peut vous appeler comme ça. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir Roselyne Giaquero, qui est psychothérapeute, sophrologue et praticienne en EMDR. Anne-Julie Vaillant, nous sommes également ravis de vous retrouver, psychologue clinicienne, docteur en psychologie au CHU de Nice. Et bien sûr, Jean-Michel Salat, audioprothésiste avant tout, et aussi directeur de la région Nice d'Audition Conseil. C'est grâce à vous que ce plateau se tient et c'est tout naturellement que je vous donne la parole pour introduire ce beau débat. Merci beaucoup Nancy, bonsoir à tous. En fait, ce débat vient s'inscrire dans une continuité de plusieurs émissions qu'on a réalisées sur ce magnifique plateau de Nice Matin. Merci. Autour d'un fil conducteur qui était la perte de sens, en fait, et aussi le bien-être mental de l'individu. Alors bien évidemment, Audition Conseil se devait d'aborder, lors de ces journées nationales de l'audition, un sujet qui est c'est plutôt une problématique même majeure de santé publique, que sont ces acouphènes. Les acouphènes, on reparlera des chiffres avec plus de précision avec le professeur Guevara, mais on a quand même 7 millions d'individus qui sont touchés en permanence par cette souffrance chronique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental de prendre en compte, sachant qu'en plus, c'est un handicap invisible doublé d'une non-reconnaissance de cet handicap. Donc effectivement, quand on voit aussi, couplé à tout cela, le poids social et économique qui est très significatif en France, effectivement, c'est une problématique de santé publique majeure. Donc effectivement, je réitère, je suis très heureux et un immense plaisir d'accueillir les experts autour de cette table ce soir et qui vont finalement informer, éclairer et possiblement rassurer. Oui, j'espère. En tout cas, ils vont nous proposer des solutions parce que c'est vrai que beaucoup de choses sont dites sur ces bruits. Alors, je vais commencer tout naturellement avec vous, professeur Guevara. Déjà, peut-être sur les chiffres. Jean-Michel Salat, à l'instant, parlait de 6-7 millions. Moi, en préparant l'émission, j'ai tout vu. 2 millions, 6 millions, jusqu'à 16 ou 18 millions. Enfin, c'est quoi la réalité ? J'imagine qu'elle est entre tous ces chiffres. Voilà. Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde a des acouphènes ? C'est quand même pas la réalité. Non, tout le monde n'a pas des acouphènes et la plupart des gens qui ont des acouphènes ne s'en rendent pas compte, ne consultent pas, puisque finalement, ce bruit perçu peut parfois être totalement enfoui dans l'inconscient du patient et n'apparaître que dans certains moments particuliers de la vie de ce patient. Donc, il est difficile d'avoir une estimation vraiment précise du nombre de patients qui sont touchés par les acouphènes. Effectivement, une enquête récente vient d'être publiée par l'association JNA, qui estimerait effectivement le nombre de patients à 16 ou 17 millions en France, qui est énorme, mais c'est probablement des patients qui ont ressenti au moins une fois dans leur vie un acouphène. Mais qui ne sont pas gênés, ceux-là, on va dire. Alors non, la totalité ne sont pas gênés. Effectivement, probablement un chiffre beaucoup moins de patients qui ont des acouphènes permanents. Beaucoup de gens ont expérimenté un acouphène intermittent, c'est-à-dire quelqu'un qui va dans un concert ou qui écoute de la musique trop fort, qui va avoir un sifflement dans l'oreille, c'est ça un acouphène. La plupart du temps, ça disparaît. Mais parfois, ça ne disparaît pas. Et là, c'est combien de patients qui sont vraiment, je dirais, invalidés au point d'avoir besoin d'une prise en charge? On va dire qu'il y a peut-être, là aussi c'est les chiffres de la JNA, 2 à 3 millions de personnes qui peuvent être gênées, vraiment gênées au quotidien, mais très invalidants,
Ça peut même aller jusqu'au suicide, puisque, on va le voir, mais il peut y avoir des troubles. L'acouphène peut venir accentuer, aggraver des troubles d'anxiété ou de dépression associés. Et on peut estimer environ 300 000 personnes qui souffrent vraiment terriblement d'acouphènes. J'imagine, quand on leur dit souvent il n'y a rien à faire, de quoi devenir. Bon, on va en reparler parce qu'il n'y a pas rien à faire. Une question, bien sûr, comment ça survient? Parce que vous avez évoqué quelques traumatismes. On ne sait pas très bien finalement comment ça survient. On commence à bien comprendre maintenant les mécanismes qui expliquent la survenue des acouphènes. La cause exacte, parfois, est retrouvée en questionnant le patient, parfois, elle n'est pas spécialement retrouvée. Principalement, les traumatismes sonores sont quand même assez pourvoyeurs. Pourquoi? Parce que le traumatisme sonore va entraîner des lésions de l'oreille interne. Un seul traumatisme important? Ça peut être un seul traumatisme important ou ça peut être des traumatismes répétés. C'est pour ça que c'est important de protéger ses oreilles. La prévention est importante, que ce soit pour les plus jeunes avec l'écoute de la musique ou au niveau professionnel. Lorsqu'on est dans un milieu bruyant, il faut se protéger. Donc là, normalement, les médecins du travail maintenant sont aussi au fait de tout ça. Mais si vous voulez, l'acouphène, il faut comprendre que c'est juste un symptôme. Ce n'est pas au départ une maladie en soi, un acouphène. Oui. D'ailleurs, on ne parle jamais de maladie, on parle de symptômes. Ça peut devenir une maladie avec la répercussion de ces acouphènes invalidants pour certains patients. Mais au départ, l'acouphène est un symptôme, c'est un peu comme une douleur. Qu'est-ce que ça révèle? Mais qu'est-ce que ça révèle? Donc il est essentiel, de toute façon, quand on a des acouphènes, de faire un bilan médical. Et le médecin le mieux passé, on va passer par son médecin traitant, mais le médecin le mieux passé est le médecin ORL, qui va pouvoir faire une évaluation précise des voies auditives. C'est-à-dire que dès qu'elles apparaissent, dès que ces bruits, dès que ces bruits apparaissent, normalement, on essaye de demander une consultation. Oui, la plupart du temps, les acouphènes peuvent être liés à un traumatisme sonore ou à un coup de fatigue, un coup de stress, un stress émotionnel peut provoquer des acouphènes. La plupart du temps, en 15 jours, 3 semaines, ça doit être disparu. D'accord. Si l'acouphène persiste, on rentre dans quelque chose de un peu chronique et là, il est important de faire un bilan. Là où je voudrais insister aussi sur ça, c'est que la plupart des acouphènes, comme beaucoup de gens en ont, on l'a précisé, la plupart des acouphènes ne sont pas en lien avec une maladie grave. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les acouphènes neurosensoriels auditifs. Et ça, on pourra revenir sur la définition, mais c'est ce qui représente la majorité des acouphènes. Que les gens ne soient pas inquiets d'aller consulter. Exactement, parce que la plupart du temps, on ne retrouve pas spécialement de cause. Mais il y a des cas où on découvre des maladies qui peuvent être malheureusement embêtantes. Certaines sont curables, d'autres pas. C'est-à-dire qu'en tout cas, la maladie peut être curable, mais malgré qu'on traite la pathologie, parfois l'acouphène persiste. D'accord. Vous pouvez citer quand même, on parle d'otite, on parle d'otite séreuse. Ça peut être par exemple une otite, bien sûr. Ça peut être des maladies qui bloquent l'audition, une otospongiose par exemple. Les gens qui ont une otospongiose entendent moins bien, ils ont l'acouphène. Et là, on peut proposer une solution chirurgicale ou prothétique. Et là, l'acouphène peut parfois disparaître complètement. D'accord. Souvent, quand il y a une maladie derrière, ça c'est un point important aussi, c'est que l'acouphène est unilatéral. C'est-à-dire qu'on n'a que d'un côté. La plupart des acouphènes que la majeure partie des patients ont, c'est acouphènes bilatéraux. Souvent, c'est dans la tête, ils en ont même du mal à localiser. Par contre, il y en a un acouphène vraiment précisément dans une des deux oreilles, là, méfiance. C'est plutôt l'indication qu'il y a une pathologie à rechercher derrière. Exactement. Non, mais je vous en prie. Et donc, là aussi, dans les acouphènes, il y a les acouphènes subjectifs, c'est-à-dire que c'est un bruit que le patient entend, mais il n'y a que lui qui l'entend. Et puis, il y a des acouphènes objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un bruit dans le corps du patient que le praticien ou quelqu'un d'autre pourrait lui-même entendre en s'approchant du patient ou en optimisant grâce à un stéthoscope d'aller écouter la région du cou, de l'oreille, etc. Notamment des spasmes musculaires du voile du palais, certains vaisseaux, certaines anomalies vasculaires qui peuvent donner des souffles dans l'oreille des patients. Ça, c'est des acouphènes objectifs qui, là aussi, peuvent être traités. Et en plus, qui peuvent être reconnus, c'est-à-dire reconnus et traités. Mais ça, c'est une niche dans les acouphènes. Alors, bien sûr, il faut faire ce bilan. Bien sûr, parfois, on peut trouver une maladie et la traiter. Mais la plupart du temps, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est des acouphènes neurosensoriels auditifs qui sont liés, maintenant on le sait, à des troubles quand même des voies auditives. Soit au niveau cellulaire de l'oreille interne, voire même au niveau des synapses, des débuts du nerf auditif. D'accord, parce on dit souvent c'est pas l'oreille qui est malade, c'est un trouble neurologique. Là, vous êtes en train de dire que non, c'est l'oreille. Et en fait, le point de départ, c'est une oreille déficiente, avec moins d'informations qui vont stimuler les voies auditives, mais en réponse à ça, malheureusement, et c'est là que le cerveau est malade, entre guillemets, c'est qu'il y a une hyperactivation des voies auditives centrales. D'accord. Et c'est cette hyperactivation qui fait qu'il y a un dérèglement du système auditif et que le cerveau fabrique un son. Très bien. Juste sur les causes rapidement, parce qu'on va avancer, mais vous n'avez pas parlé des personnes âgées. Or, je crois qu'après 65 ans, on est particulièrement touché en lien avec une
perte auditive. Est-ce qu'on parle de presbyacousie, je crois, la perte auditive qui accompagne l'âge? Et est-ce qu'elle aussi n'est pas une voie d'entrée pour les acouphènes? Oui, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que les acouphènes peuvent survenir à tout âge, en fait, hein, et Oui. même des adolescents qui peuvent avoir des acouphènes. L'âge moyen, d'après cette enquête Oui. aussi récente, est de 41 ans. Assez jeune, quand même. C'est assez jeune, effectivement. Dans les personnes âgées, bien sûr, avec la presbyacousie, le vieillissement de l'oreille, beaucoup de presbyacousiques ont des acouphènes. Mais comme la perte auditive vient progressivement, les acouphènes venant progressivement également, la plupart du temps, les mécanismes de filtre, on appelle ça les mécanismes d'habituation du cerveau, se font plus facilement. Et il est rare d'avoir des patients presbyacousiques d'un certain âge très invalidés par les acouphènes. D'accord. Alors, vous parliez rapidement il faut consulter. Mais j'ai envie de dire, bon, je ne vais pas toucher un sujet un peu sensible. Déjà, les ORL, vous n'êtes pas si nombreux, je crois 2000 et quelques en France. Mais il semble que vous soyez à peine une centaine vraiment connaisseuses des acouphènes. Donc ça veut dire que... Oui, bon, désolé, mais la question mérite d'être posée. Non, il n'y a pas une centaine d'ORL qui connaissent les acouphènes. On ne peut pas dire ça, Nancy. Qui sont en capacité, on dit, tous les ORL sont capables de regarder un conduit auditif, d'examiner une oreille et de faire un test auditif dans un premier temps pour déjà dépister des maladies importantes. Après, dans la prise en charge des acouphènes, et c'est là où ça se complique, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif. Il n'y a pas la pilule, le médicament qui va permettre de faire disparaître les acouphènes. Parce qu'en fait, l'acouphène, c'est ce bruit perçu par le cerveau, mais c'est comme tout bruit. On entend un bruit au départ, ce bruit peut avoir réveillé en vous des émotions positives, voire des émotions négatives. Et le problème de l'acouphène, c'est que c'est un signal d'alerte. On se dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. Donc, il y a de l'angoisse. Dès qu'un acouphène apparaît, chez tout le monde, il y a une angoisse initiale de se demander ce qui se passe. Sauf que finalement, si on se rend compte qu'il n'y a pas de maladie, le temps passant, inconsciemment, le cerveau va arriver à enfouir cet acouphène dans l'inconscient. D'accord. Mais chez certaines personnes, malheureusement, ça ne se fait pas, puisque la voie de l'audition est parallèle au niveau central, les voies de l'attention, des émotions. Et les gens qui ont des acouphènes, surtout au départ, s'ils ont une focalisation trop importante sur l'acouphène, ça va perturber le sommeil, ça va entraîner de l'anxiété, une focalisation sur l'acouphène, et c'est un cercle vicieux en fait. Et il faut casser ce cercle vicieux pour arriver à favoriser ces mécanismes de filtre. Et c'est là qu'on a besoin d'autres intervenants. Et le médecin ORL n'est pas capable de mettre en place ces thérapies longues. Et il faut des spécialistes. C'est ça, c'est-à-dire que vous, une fois que vous avez établi, je dirais, le diagnostic, écarté des causes qui justifient une prise en charge chirurgicale ou autre, ou médicale, vous devez envoyer ces patients à d'autres experts qui sont présents sur ce plateau, qui vont généralement pouvoir assurer le suivi à plus long terme. Exactement. Et dans les experts, c'est pour ça qu'on a réuni ce plateau, c'est que, vous avez bien compris, la plupart des acouphènes sont liés à une perte auditive. Parfois, elle est très minime, on a du mal à la voir avec les tests auditifs normaux, mais les études montrent qu'il y a toujours une perte auditive. Et donc, le premier volet de traitement, c'est la thérapie sonore. Pourquoi? En restimulant le système auditif, on va pouvoir moduler cette hyperactivation centrale. Donc, c'est très important. Et des conseils simples, ne jamais rester dans le silence, toujours avoir un bruit de fond autour de soi, des choses comme ça. Bien sûr. Et s'il y a une perte avérée, eh ben, l'audioprothésiste va pouvoir corriger la perte et en même temps, Monsieur Sala nous en parlera, proposer certaines ajouts dans l'appareil, des bruits ambiants, pour faciliter l'acceptation de l'acouphène, détourner l'attention et permettre une espèce de neuromodulation centrale. Et pour cela, on a besoin aussi, et je pense qu'on a deux experts ici, de techniques, d'approche psychologiques, comportementales, qui vont aider à favoriser ces mécanismes de filtre. Parce que vous avez bien insisté sur la composante émotionnelle. Exactement. Jean-Michel Sala, effectivement, vous avez un rôle important à jouer parce que c'est vous qui assurez la thérapie auditive. Déjà, peut-être une première question, est-ce que ça représente beaucoup de patients dans votre patientèle? Alors oui, effectivement, ça rejoint beaucoup de patients, mais il faut bien disséquer cette information. En fait, beaucoup de gens malentendants ont des acouphènes et ils vont, lors de l'anamnèse, c'est-à-dire le premier rendez-vous, vont manifester le fait qu'ils en ont. Maintenant, il faut bien analyser quelle est la gradation et à quel point ça va potentiellement les invalider ou à quel point c'est extrêmement pénibles dans leur vie au quotidien, avec une perte du confort auditif et social. C'est-à-dire que vous le découvrez parfois lorsqu'ils vous parlent? Oui, absolument. Il y a même des patients qui ne le manifestent pas du tout, en fait. Et on s'en va sur une perte d'audition classique, avec une correction
classique. Et à la première séance post-appareillage, il me manifeste le fait que, disons que c'est incroyable parce que j'entends plus mes bruits, mais il n'a même pas manifesté au tout départ. Donc en fait, c'est quand correction. il ne l'a plus ou moins, où il s'aperçoit que finalement, il vivait avec. Maintenant, ce qu'il faut bien, c'est pour répondre vraiment, Nancy, à la question précisément que vous m'avez posée, c'est en fait bien comprendre en fait l'état d'esprit du patient autour des acouphènes. Oui. Le patient acouphénique qui arrive pour potentiellement une thérapie sonore, lui, il ne va pas en premier lieu parler de sa perte d'audition, mais il en a une quand même, mais il va parler du côté très invalidant de ces acouphènes. Donc c'est ça qui est important, en premier lieu. Invalidant dans quel sens ? Invalidant, parce que c'est quelque chose qui va effectivement occuper 70 à 80% de son esprit. Et puis c'est 24 heures sur 24, ce sont des patients qui potentiellement vont perdre beaucoup d'appétit, vont être avoir un comportement très stressé, très angoissé, voire avec des très réactifs, un peu ce qu'on appelle les écorchés vifs. Et puis, il y a aussi des patients où ça va beaucoup plus loin, où c'est pendant la phase d'endormissement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui, à cause du bruit qu'ils entendent, de la somatisation qu'ils en font, en tout cas, ils ne trouvent pas le sommeil. Ou quand ils se réveillent, c'est les acouphènes qui les réveillent, mais en fait, ils sont réveillés et les acouphènes prennent le pas et ne peuvent plus se rendormir. Mais parce que ce sont des bruits forts ou pas nécessairement ? C'est pas l'intensité du bruit qui fait la gêne. Oui, Jean-Michel pourra compléter, mais effectivement, lorsqu'on essaye de mesurer l'intensité du bruit, en essayant d'envoyer un son test au patient en lui disant « voilà votre acouphène, quelle intensité vous l'estimez » finalement, c'est en décibels très peu, 5-10 décibels maximum par rapport au seuil auditif, donc c'est faible. C'est faible. Mais le patient le ressent parfois comme un réacteur d'avion dans la tête, si vous voulez. Donc c'est le ressenti de ce bruit souvent qui est pathologique. Ok. C'est ça, là. Juste compléter, parce que c'était intéressant de le préciser. Tu disais effectivement, des gens ont une perte auditive et souvent ils ne s'en parlent pas trop, ou parce qu'ils sont tellement focalisés sur l'acouphène que la perte auditive passe dans un second plan. Mais parfois, et c'est étonnant aussi, oui, j'entends pas, mais c'est parce que c'est mon acouphène qui me gêne. Exactement. C'est-à-dire j'ai mon nez tellement fort que j'entends pas. J'entends même pas. Mais en fait, on leur dit non, c'est parce que vous avez cette perte auditive que finalement, malheureusement, votre cerveau fabrique ce bruit-là. On voit que c'est très difficile de vraiment. Ouais, c'est très difficile. Et d'ailleurs, pour illustrer, c'est souvent. Dans ce cas-là, à l'audiométrie, ils disent « je ne trouve pas le son ». Quand on teste l'audition pour avoir le seuil à partir duquel ils commencent à entendre, ils me disent qu'ils ont du mal à entendre cette fréquence à cause de leurs acouphènes. Mais en fait, c'est strictement l'inverse, en fait. C'est la perte d'audition qui génère le fait qu'ils entendent leurs acouphènes. Donc c'est pour ça que dans la thérapie sonore... Oui, alors juste avant d'évoquer la thérapie sonore, il y a une question que je n'ai pas posée. Alors je n'ai pas d'acouphènes, donc je ne sais pas à quoi ressemblent ces bruits. C'est quoi ? Est-ce que vous sauriez me mimer les bruits ? Chacun se regarde. Disons qu'on a un très beau temps sur la Côte d'Azur, donc je ne vais pas me mettre à chanter le bruit d'un acouphène. Non, mais en fait, c'est un sifflement, on parle de voilà, souvent quand les pertes auditives sont sur les fréquences aiguës, souvent c'est un sifflement. Un bruit d'une cocotte minute, chose comme ça. Bruit de rivière. Alors après, ça peut être effectivement de l'eau qui coule, ça peut être un souffle, et parfois des grillons, les cigales, etc. Les cigales, d'accord. Mais il peut y avoir des acouphènes très particuliers. Des bourdonnements, on dit. Alors les bourdonnements aussi, mais quand je pensais aux acouphènes très particuliers, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, c'est les acouphènes pulsatiles, les psh, psh, les bruits du cœur dans l'oreille. Ça peut être des contractions, des cliquetis. Alors là, on peut penser que c'est des contractions musculaires, ça peut faire penser à des cosses en particulier. Mais la plupart des acouphènes liés à des lésions d'oreille interne sont des bruits constants, permanents, et qui peuvent aller effectivement des spectres de fréquence grave à fréquence aiguë, du souffle au sifflement. D'accord. Très bien. Mais d'ailleurs, pour illustrer, il y a quelque chose qui est très impressionnant et très spectaculaire. Ils nous prennent pour des sorciers. C'est qu'en fait, quand à la lecture de l'audiométrie, on voit une perte dans les aigus, et on leur dit « mais votre acouphène doit être un sifflement ». Et là, ils disent « ah oui, oui, wow. ». Et quand c'est dans les graves ou les médiums, c'est peut-être un bourdonnement. Et en fait, le son quand même quand il l'image, quand il le personnifie quelquefois, et en fait, il représente vraiment la bande de fréquence qui est liée à la perte. Ils doivent déjà être soulagés que vous leur en parliez, j'imagine. Oui, déjà, ça doit être un point en moins. Alors, juste les thérapies auditives, comme ça, ensuite, au micro. Thérapie auditive, rapidement. Voilà, rapidement, en quoi elle consiste ? Rapidement. Donc, déjà, la personne vient,
elle a une perte d'audition. Donc, je vais laisser tout ce qui est effectivement anamnèse à des spécialistes qui vont aller creuser beaucoup plus. Mais l'audioprothésiste, comme l'ORL, va aussi creuser beaucoup plus pour déjà faire un premier filtre pour savoir dans quel état d'esprit et dans quel état émotionnel se trouve le patient pour entamer ou pas une thérapie sonore. D'accord ? C'est très, très important. Par là C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vraiment est dans quelque chose d'assez paroxystique, il faut véritablement qu'il voit de vrais spécialistes avant, ou en tout cas concomitamment à la visite de l'audioprothésiste. C'est important. Quelqu'un qui n'est plus capable de comprendre quand on lui explique comment on va faire, ou qu'est-ce qui lui arrive, ou comment on va procéder pour justement lui donner beaucoup plus de confort, déjà la thérapie sonore peut être un échec. Oui. D'accord, oui, Par donc il rapport à faut prendre en l'état d'esprit. considération Donc, déjà on prend ces en aspects-là. considération, mais les spécialistes qui sont en face nous, de oui. moi et à ma gauche Oui, vont parler j'ai honte, beaucoup, j'ai beaucoup, donné la parole d'abord beaucoup aux mieux que hommes, moi. mais c'est... On va très, 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 très rapidement pour leur laisser la parole. La thérapie sonore, c'est 2 axes en fait. Un, on va corriger la perte d'audition. Et vous avez remarqué, mais Nicolas Guevara l'a dit, c'est que finalement, quand on est dans le calme, on entend beaucoup plus ces acouphènes que quand on est dans un milieu bruyant. Donc ça, déjà, ça évoque une forme de masquage d'un bruit extérieur qui va masquer un bruit intérieur. Alors, c'est dans les le seuls bruit qui sont- intérieur où, physiquement parlant, il n'y en a pas. C'est conceptualisé au niveau cellulaire. Mais on va parler d'un bruit intérieur. Ce sera, je pense, plus simple pour comprendre. Ces gens se sentent mieux dans le bruit, alors, ça veut dire. Ces gens en tout cas, entendent moins leurs acouphènes dans le Ah bruit. oui, oui. Voilà. En fait, c'est l'inverse de la plupart, ils vont chercher les Absolument. ambiances sonores. Donc finalement, quand on regarde bien, mais ça c'est un peu l'illustration que l'on a du gamin qui met le coquillage sur l'oreille, il se prive des sons, il entend un son intérieur. Bon. Finalement, on peut imaginer que la perte d'audition, c'est ce fameux coquillage que l'on va enlever en corrigeant progressivement cette perte d'audition et la ramener à quasiment la normalité d'un normand-entendant, qui fait que ça va créer un masking physique des sons, et dans le calme, il sera beaucoup mieux avec son aide auditive parce qu'il va moins entendre physiquement le bruit de son acouphène. D'accord, très bien. Tout simplement. Ça, c'est une la première thérapie phase classique. qui est assez simple et qui Quasi est extrêmement systématiquement proposée. quasi systématique et puis très, très spectaculaire. Non. Il y a juste un commentaire sur ça, parce que là on parle des gens qui ont une surdité qui est repérée à l'audiométrie par le médecin Bien ORL, sûr. pour lesquels il y a une indication d'appareil auditif, mais aux 2 extrêmes, on a des patients qui ont une audition normale ou subnormale, pour lesquels en théorie il n'y a pas d'indication d'appareil auditif, et ça c'est un problème, mais Jean-Michel en parlera avec le 2e volet de la thérapie sonore, qui est l'ajout de bruit spécifique, et puis à l'autre bout de la chaîne, si je puis dire, c'est les patients qui ont une surdité tellement importante qu'il n'y a plus de capacité de stimuler grâce à un appareil auditif. Et là, ça peut être la place d'une chirurgie, mais je ne veux pas donner de faux espoirs aux patients qui nous écoutent, parce que ça, c'est une niche. C'est des gens qui ont une surdité tellement importante. Oui, c'est très peu de C'est un patients peu qu'on ne comme, fait pas. si je peux faire l'analogie, ça, les gens le connaissent, c'est les membres fantômes. Vous savez, c'est des gens qui ont une amputation et qui ont des douleurs majeures dans le bras amputé, par exemple, alors qu'il n'y a plus de bras. Et c'est un peu le même principe. Il n'y a plus d'oreille, l'oreille elle est morte, elle n'entend plus, mais il y a des acouphènes insupportables. D'accord. Et là, avec une chirurgie et la mise en place d'un implant cochléaire, on va restimuler le nerf auditif et on va, là, pour Dans le ces coup, cas. avoir un effet très important sur le masque de l'acouphène qui va être là facilement traité par le patient. Donc, très bien. Pour en évitant ces effets de bord, finalement, dont Le- Nicolas a parlé, pour le en fait, plus pour grand nombre. la thérapie sonore, en fait, c'est le principe de créer un leurre. Il faut que le cerveau détourne son attention. Comme pour la douleur, en mais, quelque sorte. oui, en quelque sorte. Et parce que finalement, il y a le ressenti de cet acouphène. Et qu'est-ce qui est invalidant? C'est les ressentis très très forts. Comme disait Nicolas, en fait, l'idée, c'est que ça peut être 5, 7 décibels. C'est très très faible, dans une mesure objective. Mais en fait, il y a des patients qui peuvent le ressentir à hauteur de 90 à 100 décibels. On peut imaginer le côté invalidant d'avoir 90-100 décibels ressentis toute la journée, voire toute la nuit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, dans l'appareil auditif, il est prévu une indication. En fait, on va moduler un son qu'on va rendre sexy. C'est un son, c'est un bruit blanc. Un son sexy. Nancy, un son sexy. D'accord, j'apprends quelque chose. Je me mets à la place du cerveau. Attention pour à ce faire que vous allez leurre. dire. Effectivement, il faut qu'il soit sexy. L'idée, en fait, c'est que
on va prendre un bruit blanc Ouais. et on va essayer de le filtrer, on va le moduler en fréquence, moduler en intensité, pour que ce soit très attractif pour le cerveau, et on va le positionner juste en dessous de l'acouphène du patient. Donc le patient va entendre son acouphène d'un côté Et le bruit sexy. et le bruit sexy de l'autre. Et puis, au bout d'un moment, le cerveau va détourner petit à petit son attention vers le bruit de thérapie que l'on a positionné. Et puis ce bruit de thérapie, au fur et à mesure du temps, on va diminuer sa charge. D'accord. Et en diminuant sa charge, qu'est-ce qui va se produire in fine? C'est que le ressenti de l'acouphène sera toujours là, mais il sera à 50 décibels. C'est-à-dire qu'il entendra toujours un bruit. Mais à 50 décibels ressentis, D'accord. plutôt qu'à 100. Plutôt Et qu'à ça. qu'est-ce que ça fait? La résultante, c'est qu'il y a moins de fatigue auditive, il y a moins de stress associé, et puis ça génère encore moins de focus sur l'acouphène du patient. Donc en fait, c'est un enjeu très important parce qu'on va casser ce cercle vicieux pour en faire un cercle vertueux. Par contre, ça prend du temps. Oui, c'est Non. un suivi assez long. Très Quel long. pourcentage de patients arrivent à être soulagés par ces approches-là? À la majorité. La majorité? La majorité. Enfin, on va parler des Non, compléments. la parce majorité. que Mais, la majorité. toujours, l'idée, c'est l'état du patient au départ, l'état psychique du patient. Non, mais c'est pour ça Oui. que les premières consultations, effectivement, avec le médecin ORL et l'audioprothésiste sont importantes parce que dans la majorité des cas, les explications et la thérapie sonore améliorent déjà la majorité des patients. D'accord. Ce qu'il faut que les patients comprennent, et c'est ce que Jean-Michel a très bien expliqué, c'est que l'acouphène, malheureusement, on n'arrive pas à le faire disparaître. Mais on va arriver à faire que le ressenti est de moins en Oui. moins important. Et donc, finalement, après... On vit avec. On n'y pense plus. C'est On pas, n'y pense plus. ouais, c'est pas bien. On y vit avec. Vivre avec, c'est-à-dire qu'on a le fardeau sur le... J'aime pas ça, Pardon, vivre avec. pardon. Et oui, mais c'est pas un Non, fardeau. mais il vous gêne plus quand on dit on vit avec. Ben, c'est qu'on vit avec, mais oui, on vit vit- avec, mais c'est pas le fardeau sur le dos. C'est-à-dire que finalement, on est On en vit train de... agréablement avec. Voilà. Si Oui, je il dis est- ça comme ouais. ça va mieux? Il est complètement internalisé. Il est en internalisé. fait. Par contre, Vous n'y pensez plus? Par contre, si on est dans le silence et on se concentre, oui, Ah, l'acouphène, il il sera revient. toujours là. Il sera toujours là. Oui. Mais finalement, il n'empêche pas de s'endormir, il n'empêche pas de vivre. Parce que même quand on s'endort, on pense à ce qu'on a fait la journée, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, et on n'y pense pas. Mais, et ça permet effectivement Ouais, voilà. d'introduire nos orateurs, Absolument. nos oratrices, c'est Oui. que finalement, il y a beaucoup de patients que tous les mécanismes qu'on vient d'expliquer, Il marche on pas. n'arrive pas à les mettre en Ça place. marche pas. Parce qu'il y a un problème plus profond. Vous n'arrivez pas dernière ligne, soit la psychologue ou la sophrologue, vous pouvez intervenir assez tôt, C'est ce on que est je bien voulais dire au d'accord. départ, C'est hein. ce que- J'espère, en tout cas. Voilà. Non, c'est-à-dire que intervenir parce la que- thérapie sonore, je pense sincèrement, avec l'expérience que j'en ai, ne peut se pratiquer correctement avec un potentiel résultat selon l'état psychique du patient au départ. Mais alors, je vais tout de suite passer, si vous le permettez, la parole à Anne-Julie Vaillant. Mais est-ce que, avant qu'elle l'explique, parce qu'elle a aussi des approches, on va parler Tout à de fait. TCC, de MDR, est-ce que les patients déjà comprennent qu'on les adresse à un psychologue ou qu'on leur conseille un psychologue? Oh, bah, la plupart du temps, moi je dirais oui quand même. La plupart des patients jeunes, en tout cas, qui viennent au cabinet pour ce motif d'acouphène, ils comprennent tout à fait qu'on va faire un travail émotionnel, puisqu'en général, on leur a un peu expliqué, ce que disaient très bien tout à l'heure mes camarades, en fait, c'est que finalement la problématique, elle est émotionnelle, et que pour le soulagement émotionnel, eh bien, on a besoin d'autres professionnels comme le psychologue ou éventuellement le sophrologue qui peut faire aussi un travail. Mais qu'est-ce que Oui, vous les allez patients leur comprennent. expliquer, Anne-Julie, que leurs troubles, que ce soit du sommeil ou leurs troubles anxieux, etc., sont la conséquence des acouphènes ou peuvent être à l'origine aussi de ce ressenti très vif? Eh bien finalement, c'est le début de la thérapie. On va faire la première étape qui va être l'anamnèse, comme on disait tout à l'heure. On va vraiment fouiller l'anamnèse avec le patient. Et en ayant ces éléments-là, c'est là qu'on va se poser ces questions, de savoir si éventuellement il y a eu un choc émotionnel, il y a eu quelque chose qui aurait pu réveiller un acouphène parce que l'oreille interne aurait peut-être déjà eu des difficultés, mais on ne l'aurait pas repéré. Et à ce moment-là, on va chercher avec le patient de comprendre effectivement si c'est la cause ou la conséquence. Mais bien plus que ça, en fait, dans les thérapies qui fonctionnent sur les acouphènes et qui montrent des résultats scientifiques aujourd'hui, validé, on validé insiste, scientifiquement, parce tout à que fait. Ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, la cause, on va l'aborder avec le patient, bien évidemment, mais nous, on va s'intéresser, notamment dans les thérapies cognitives et comportementales, bien plus aux symptômes et à comment soulager le symptôme, et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, améliorer en fait la qualité de vie du patient. quels sont les symptômes dont ils se plaignent le plus?
Le plus handicapant, c'est effectivement au niveau de l'anxiété que va générer l'acouphène. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a éventuellement des troubles du sommeil et l'attention en fait va être focalisée tout le temps sur ce bruit qui est extrêmement invalidant et pour les patients c'est extrêmement difficile à vivre en fait. Parce qu'ils ont des troubles de l'attention aussi, hein, c'est ça. Ils ont des troubles, oui. Ils ont du mal à se concentrer sur le reste. Est-ce que ça induit, d'ailleurs, on l'a évoqué, des arrêts de travail, de la maladie? Est-ce que vous parliez de coûts, Jean-Michel Salat, tout à l'heure? Est-ce que c'est un facteur vraiment... Est-ce qu'il y a une dimension médico-économique à prendre en compte? Oui, ben je peux répondre, Jean-Michel, si tu veux, mais l'enquête de la JNA a aussi essayé d'estimer les coûts. Ouais. Les coûts sont à la fois à la charge du patient, puisque tous les coûts de santé dans le cas des acouphènes ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Notamment la thérapie auditive? Notamment la thérapie auditive pour certains appareils, on peut rentrer dans le détail, mais bon... D'accord. Voilà. Et donc finalement, en appareil auditif, en complément alimentaire, en médecine parallèle, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'effectivement, il y ait des spécialistes vraiment qui ont une expérience et avec des thérapies qui ont des preuves dans la littérature. Parce qu'on peut tomber sur des charlatans aussi. Oui, ils consomment beaucoup, entre guillemets, de charlatans parce qu'ils n'en peuvent plus. Exactement. Parce que la médecine traditionnelle n'arrive pas à apporter une réponse. Parce que, bien sûr, on leur explique que c'est l'anxiété, etc. Et qu'il faut apprendre à vivre avec, comme vous venez de dire, Nancy. Mais finalement, le patient, ce qu'il veut, lui, il aimerait bien que le médecin lui fasse disparaître l'acouphène. Et malheureusement, là, pour le coup, on n'est pas bon. Alors vous, par contre, vous avez de bons résultats avec les thérapies cognitives. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Parce que tout le monde ne sait pas comment ça marche. Effectivement, je vais essayer de le décrire assez simplement, mais je rejoins juste ce que vient de dire le professeur Guevara, c'est que nous aussi, en fait, on n'a pas de baguette magique. Le but de ces thérapies-là, ça va être de travailler sur le symptôme acouphénique et de le diminuer au maximum. Mais c'est pas pour autant que j'ai l'assurance que mon patient, à la fin d'une thérapie cognitivo-comportementale, n'aura plus du tout de symptômes. Mais il faut que ce soit acceptable pour le patient. C'est ça, en fait, l'intérêt de la thérapie. Alors, comment vous faites? On rêve, de regarder par le trou de la serrure et vous voir... Vous êtes la bienvenue, si vous voulez venir à l'intérieur même du pas cabinet, par le trou de la serrure. Oui, alors en fait, les thérapies cognitivo-comportementales vont être basées sur 3 sphères, si je puis dire. Évidemment, les émotions, où on va faire passer des échelles cliniques aux patients pour aller voir un petit peu quelle est la détresse émotionnelle qui est ressentie. On a des échelles de dépression, des échelles d'anxiété. Et puis, on va donner en fait des techniques aux patients, comme la cohérence cardiaque, par exemple, qui est une technique très efficace et de très respiration, rapide. Tout à fait. De respiration ventrale sur une certaine fréquence qui permet d'apprendre à apaiser son anxiété. Et puis là, en plus de réorienter la tension sur le corps, ce qui est très important dans cette prise en charge. Donc, on va traiter déjà toute la sphère émotionnelle. Mais pas que. On va s'intéresser aussi aux cognitions. En fait, les cognitions, c'est un beau mot un peu scientifique pour dire les pensées. Dans les acouphènes, on a des pensées qui sont dysfonctionnelles. Il va y avoir des croyances, il va y avoir des pensées négatives qui vont être extrêmement ancrées sur l'acouphène. Il va falloir, avec le patient, les repérer, voir leur prégnance dans la vie au quotidien et ensuite apprendre au patient, avec des exercices bien ciblés qu'on fait en thérapie, non pas à faire disparaître ces pensées, mais à faire un peu de la restructuration de ces pensées pour les modifier. C'est quoi ces pensées négatives? Alors par exemple, ça peut être c'est invivable, je ne peux plus continuer à vivre parce que ces bruits sont présents H24 et toute la journée. Alors c'est une réalité pour le patient, oui, c'est ça. Il les entend tout le temps. C'est une pensée négative, enfin c'est mais une pensée un peu la objective. pensée qui va découler va être peut-être mais je m'en sortirai jamais. Ah tiens, une pensée dysfonctionnelle, une croyance. On va essayer de retravailler ça avec le patient pour qu'en fait il puisse prendre de la distance vis-à-vis de cette pensée-là et aborder en fait différemment le symptôme dont il souffre. Alors, on va aborder une approche très intéressante, le MDR, et avec Roselyne Jacquero. Mais je voulais juste vous poser une question peut-être simple, vous n'avez pas d'études, mais est-ce qu'on a un profil type au niveau émotionnel du patient victime d'acouphènes? En général, je pense que mes collègues seront d'accord, mais on est sur des personnalités qui sont pas forcément anxieuses pour le déclenchement de l'acouphène, mais une fois qu'il est présent, en fait, il va entraîner une anxiété. Donc, de fait, on est sur des personnes qui sont plutôt anxieuses. Anxieuses, au secondairement, mais justement, exactement. Est-ce qu'il y a un terrain, alors je reformule ma question, est-ce qu'il y a un terrain favorable, un terrain psychologique favorable à ma connaissance, en tout cas, j'ai pas lu d'études à ce niveau, donc j'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que de terrain favorable? Une anxiété, déjà, vous qui en avez vu passer beaucoup de patients, ce serait intéressant de faire une étude là-dessus, justement. Oui, et de voir s'il y a des personnes un peu plus vulnérables à ce ressenti un petit peu, pourquoi elles n'arrivent pas à avoir des habituations, comme vous appelez. Bon, écoutez, voilà, une idée. Mais c'est une bonne idée d'étude on va lancer une idée. Merci, on est là pour ça. Donc, on va parler d'une approche très intéressante, le MDR, peut-être repréciser. Ensuite, j'interrogerai Roselyne Jacquero, parce qu'elle mène une étude très sérieuse
avec des universitaires sur ces approches-là, mais peut-être rappeler un petit peu en quoi consiste cette approche EMDR. Je ne peux pas le dire en anglais, je sais que vaguement ça veut dire mouvement des yeux. Je vais essayer de le dire, mais alors vous m'excusez si c'est difficile à prononcer. Donc EMDR, c'est l'acronyme de Eye Movement, le mouvement des yeux, Oui. Desensitization, la désensibilisation, et Reprocessing, le retraitement. Ok. Donc en fait, voilà. on va Une fois qu'on a dit utiliser- ça. Mais voilà, on souffle un peu puis on continue. On va utiliser en fait notamment des stimulations bilatérales alternées, comme les mouvements des yeux. Oui, c'est un gros mot, les stimulations bilatérales. Ok, j'essaye de comprendre. exactement. On peut le faire en même temps? Le thérapeute va finalement venir. Alors là, vous n'êtes pas face à moi, Nancy, Oui, mais voilà, je pourrais venir vous faire des ok. saccades oculaires en fait, Ok. pour retraiter en fait l'émotion qui a été vécue dans les acouphènes Oui. par exemple, ou lors d'un événement qui aurait été un choc émotionnel, et puis pour retraiter également les pensées négatives. Donc en fait, on va réexposer le patient à une situation vécue ou à un vécu présent, émotionnel dans le corps, et lui permettre de faire un travail psychologique complet. En fait, c'est une psychothérapie intégrative et surtout émotionnelle. D'accord. Très bien, c'est parfaitement compris. Je rêve que vous me soumettiez à ce petit exercice qui ne doit pas faire de mal, quoi qu'il en peut-être soit. juste faire rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mouvements oculaires, Oui. mais il y a d'autres types de stimulation. Peut-être que Roselyne Oui. pourra en parler aussi tout à l'heure, mais il existe aussi des stimulations tactiles dans le MDR. L'important, c'est de stimuler des deux côtés du corps, en fait, gauche, droite. Donc les mouvements oculaires, et notamment pour les personnes âgées, puisqu'il y a des troubles de l'attention qui ne permettent pas de suivre les saccades, on va utiliser ce qu'on appelle du tapping, ou alors encore quelque chose d'auditif Tapping, avec un... c'est sur les- On va tapoter, en On fait, tapote le sur corps. les genoux du patient. Oui, ça paraît D'accord. étrange, hein. Oui, ça paraît Au un peu niveau des étrange. Je pense que Ça stimule. Nicolas Guevara trépigne là. Il y a la petite technique des papillons aussi pour les enfants. Exactement. On a Et puis des auditif enfants aussi. parfois qui ont un peu des troubles auditifs et on pratique la technique du papillon parce qu'il y a toujours ce principe de stimulation bilatérale alternée. D'accord, c'est très intéressant. Alors, Roselyne Jacquero, vous êtes là en tant que sophrologue et aussi thérapeute EMDR. Et si Nicolas Guevara a toléré votre présence, c'est parce que, et l'a même souhaité, c'est parce qu'en fait, vous menez une étude très sérieuse avec les universitaires sur cette approche EMDR. Qu'est-ce que vous avez déjà observé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Avec quels patients et quels sont vos résultats au moins préliminaires? Bon, en fait, on a réalisé ensemble avec le docteur Guevara. Professeur, pardon. attention. À l'époque, j'étais Mais à l'époque, docteur. Ah, ça oui, va. donc ça a Ça, commencé c'était il y a avant. déjà... Avant l'étude. Voilà, Ça a commencé dans dans l'étude. T'as propulsé. Donc, je reprends avec le professeur Guevara. On a réalisé une étude clinique dans la prise en charge des acouphènes avec la thérapie EMDR il y a à peu près 5 ans. Et c'était dans le cadre de la faculté de médecine de Nice qui, en 2015, a ouvert un observatoire des médecines non conventionnelles et complémentaires, donc l'OMCNC. Et cet observatoire a été ouvert grâce au professeur Baquet, au doyen Patrick doyen de Baquet. l'université. Et voilà, à donc l'époque. cet observatoire promeut de nombreuses techniques non conventionnelles, non conventionnelles. thérapies non Oui, conventionnelles. on est très attentif aux mots aujourd'hui. Hein. Voilà, On ne dit pas thérapie. thérapie non conventionnelle, par médecine Voilà. alternative. Je sais qu'il Donc, faut... on est être très tout un prudent. ensemble de professionnels qui pratiquons des médecines non conventionnelles. Donc, il y a des sophrologues, des psychothérapeutes, des psychologues aussi, des ostéopathes, des phytothérapeutes. Voilà. Et donc, on a réalisé plusieurs études cliniques, dont la nôtre qui a été parmi la première étude. Et donc, on a réalisé à peu près cette étude sur une 50aine de patients acouphéniques. D'accord. sur- Sévères c'est- Des acouphéniques sévères? Il y avait un peu de tout, je veux Oui. dire, sur une population entre 25 ans et 80 ans. On l'a fait à peu près sur 6 mois. Et donc, on a évalué ces patients. On avait pris une moyenne de 5 séances de MDR. Et donc, on les a évalués. On avait deux évaluations. On les a évalués avant la prise en charge, avant de faire les 5 séances, et puis après. Et donc, dans ces évaluations, on avait une évaluation pour mesurer l'intensité acouphénique sur une échelle numérique de 0 à 10. Et donc, c'était le patient qui s'auto-évalué. Et une autre évaluation sur un questionnaire qui mesure l'impact des acouphènes sur la vie sociale et familiale. Donc là, on a toute une série de questions qui mesurent le problème de concentration, de sommeil, d'irritabilité, la vie sociale. Voilà, donc on a tout un ensemble de questions. Et à l'issue de ces questions, on les évalue sur une échelle entre léger et catastrophique.
Donc après cette étude, on a eu 80% de résultats significatifs, ce qui ne veut pas dire une guérison totale des Oui, acouphènes. on l'a répété à plusieurs reprises, Voilà. ce n'est pas l'objectif. C'est une amélioration, on va dire. Mais donc, bien qui impacte vraiment leur qualité de vie. Complètement. Donc Oui. moi, j'ai bien vu que dans les questionnaires qu'on faisait après à la fin, les gens avaient une nette meilleure, vraiment une amélioration nette du sommeil, une meilleure concentration, une vie sociale plus développée, parce que ces gens-là ont un handicap et malheureusement, ils se coupent du monde. Ils vont plus au concert, ils vont plus au théâtre, ils vont plus au restaurant. Ils ont une relation de couple qui est très pénalisante. Ah oui, jusque-là. Donc, une cause de divorce. Ça peut. C'est infernal pour certains. Donc voilà, ils sont Donc cette étude a été scientifiquement validée. Tout à fait. Ça fait quelque temps, actée. Une petite question, est-ce que ces patients que vous suiviez comme ça, ensemble, est-ce qu'ils avaient aussi bénéficié de thérapie auditive? Est-ce qu'ils avaient vu... C'était une prise en charge globale dont ils avaient bénéficié? C'est toujours un travail en équipe. Toujours en équipe. Oui, c'est une prise en charge en équipe. Juste, je complète, Roselyne, juste, effectivement, c'était souvent des patients qui étaient finalement en demande de traitements supplémentaires des thérapies auditives classiques, etc. C'est pour ça que, voilà, il faut évaluer lors des premières consultations si le patient a besoin rapidement d'être pris en charge, soit en TCC, soit d'autres thérapeutiques, comme le MDR, ou pas, parce qu'il y a certains patients, ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on va les orienter directement chez l'audioprothésiste, on fait de l'éducation, l'ORL, l'audioprothésiste, et ça suffit pour que l'acouphène passe d'un niveau modéré ou sévère à un niveau léger à modéré et acceptable. Donc là, ça fait partie du rôle aussi du médecin, tout de suite, de pouvoir orienter, ou rapidement, ou dans le cadre du suivi, vers d'autres techniques. Et là, je voudrais saluer effectivement l'Observatoire des médecines non conventionnelles, puisque finalement, il y a plein... Vous avez compris, l'acouphène est un symptôme pour lequel on a du mal à avoir des thérapies qui permettent de faire disparaître ce bruit. Et donc, plein de techniques différentes peuvent être proposées. De l'acupuncture, la lithothérapie, l'hypnose. C'est le patient qui choisit. Voilà. Après, dans toutes ces thérapies, on voit que ce qui est important, c'est le détournement de l'attention de l'acouphène. Le leurre. Et la prise en charge émotionnelle. C'est ça. Celles qui vraiment, à l'heure actuelle, dans le monde entier, ont été très étudiées et qui ont montré une efficacité, c'est les thérapies comportementales et cognitives. Là, il n'y a plus de discussion sur ça. Et le MDR? Le MDR, il y a quelques études, dont la nôtre, qui sont publiées au niveau international et qui montrent une certaine efficacité. Donc, c'est un lien aussi avec les TCC, la sophrologie, c'est complémentaire. C'est complémentaire, vous travaillez en complémentarité. Moi, je sais que je suis sophrologue aussi, et que parfois, quand les patients viennent, on fait déjà une première consultation où on va étudier leur problématique, leur situation sociale et familiale, et après, je choisis. Là, c'était dans le cadre de l'étude, donc il fallait faire de l'EMDR, voilà. Mais sinon, je vois un petit peu en fonction du profil, et je peux aussi faire que de la sophrologie avec ces patients, ou les deux. Alors je pense à toutes les deux, bien sûr, sur ce type de prise en charge. Il y a aussi la problématique économique, parce que malheureusement, psychologue, sophrologue, vous allez nous dire aussi peut-être pour la thérapie auditive, tout ça, c'est pas pris en charge. Pas encore. Encore. En tout cas, pour le psychologue, on espère que ce soit le cas, bien qu'il y ait un dispositif mis en place par le gouvernement. Mais dans certains cadres, et je ne suis pas sûre que les acouphènes rentrent dedans, puisque c'est dans des pathologies bien précises, à des stades. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour une dépression légère, on peut aller voir son médecin généraliste qui va, lui, vous faire une prescription et vous envoyer vers un psychologue, mais uniquement dans ce cadre-là. Donc, il faudrait que ces indications... Les acouphènes, aujourd'hui, ne rentrent pas dans ce cadre. Pas à ma connaissance, malheureusement. On espère avoir un remboursement des psychologues prochainement. Roselyne a parlé de 5 séances. On a quelques mutuelles, pas toutes, qui prennent en charge des séances de sophrologie globale. Donc et là, vous avez évoqué juste 5 séances, donc c'est accessible, je dirais. Oui, ça vaut la peine d'y aller. C'est une moyenne, parce que parfois, chez des patients acouphéniques qui ont déclenché des acouphènes depuis peu, au bout de 2-3 séances, il y a déjà une amélioration. Après, il ne faut pas rêver. On a eu des patients qui avaient des acouphènes depuis 30 ans. C'était plus compliqué. S'ils sont très anciens, pardon, vous vouliez intervenir justement sur ça? Oui, non, c'était un complément aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais il y a des acouphènes qu'on appelle somatosensoriels, c'est-à-dire qu'ils sont modulés par le corps. Et
un de ces acouphènes assez caractéristiques, c'est des gens qui ont des problèmes de mâchoire, de tension musculaire, d'articulation temporomandibulaire, et qui, souvent, ont besoin d'avoir un traitement complémentaire également, que ce soit au niveau donc, de ces articulations ou parfois des muscles du rachis, il y a des contractures musculaires, des tensions nerveuses, et en traitant ça avec un ostéopathe, avec de la kiné, on peut là aussi améliorer les acouphènes, en tout cas les moduler à la baisse. Ah oui, Donc ça, ces aspects-là aussi. C'est aussi important. Et pendant que vous êtes sur les thérapies, j'ai lu, alors peut-être c'était une erreur, qu'on pouvait aussi donner des médicaments, des antiépileptiques à faible dose. Est-ce que c'était... C'est bien qu'on l'évoque, les médicaments, parce que pendant des années, les ORL ont donné beaucoup de médicaments, des benzodiazépines, des anxiolytiques. Oui. Il y avait le Rivotril, effectivement, qui était prescrit énormément, parce qu'on pensait que ça pouvait là aussi moduler cette hyperactivité centrale. De toute façon, maintenant, ça a été retiré de la prescription des médecins ORL. Donc, de toute façon, maintenant, plus aucun ORL, médicament. C'est réservé aux neurologues. Et finalement, très peu de patients ont besoin d'avoir de ce type de médicaments, parce qu'on s'est aussi rendu compte que ça endormait, que ça avait des effets aussi sur le long terme, sur la mémoire, sur la cognition. Et pour des bénéfices, pour un bénéfice qui était, somme toute, modéré par rapport aux thérapies qu'on vient d'évoquer. Donc, pour les acouphénistes qui... Je sais pas il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider parfois. Ah, lesquels ? Oui, parce qu'il y a l'effet placebo de ces compléments alimentaires. Et puisqu'il y a aussi... vous commencez par dire c'est des effets placebo, vous n'allez pas convaincre. C'est parce qu'aussi, il y a parfois dans ces compléments alimentaires c'est la phytothérapie, mais certains aussi de la mélatonine, par exemple, ce qui peut aider le sommeil, réguler aussi au niveau neurobiologique, un peu de stress, du magnésium, des choses comme ça. Donc ça vient aider. Indirectement. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait le professeur Gabara, c'est qu'en fait, dans le cadre toujours de l'Observatoire de la faculté de médecine de Nice, on a un DU maintenant de phytothérapie, d'aromathérapie. Oui, absolument. Et donc, moi, je sais que maintenant, quand j'ai des patients comme ça, acouphéniques, qui ont besoin de s'endormir, qui n'y arrivent pas, même en faisant des petits exercices de relaxation, ils vont consulter des phytothérapeutes et on a quand même maintenant des résultats qui sont intéressants. Et en ce moment, ils font d'ailleurs une étude clinique dans le cadre de la fac de médecine, alors pas malheureusement pour les acouphènes, mais pour les cystistes chroniques invalidantes, avec donc de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Et c'est ce soir d'ailleurs à l'hôpital Larcher où on présente les premiers résultats. Intéressant. Vous faites passer en plus ce message, c'est parfait. On travaille en équipe, mais il ne faut pas les oublier. Il faut quand même être attentif parce qu'il y a des gens qui sont capables de dépenser je crois des milliers d'euros avec donc ça. Moi, j'aimerais juste dire un mot par rapport à ça sur notamment tout ce qui est thérapie sonore. L'appareil classe 1 du 100% santé a un module pour gérer la thérapie sonore et le bruit de thérapie. Donc c'est pris en charge ? Donc il y a une prise en charge. Quand la prise en charge est possible au niveau des mutuelles pour le 100% santé, c'est potentiellement pris en charge. C'est potentiellement pris en charge, mais tu vas me corriger, les appareils de classe 1 restent limités en stimulation de très haute fréquence. Absolument. Et malheureusement, c'est souvent, on a besoin de ces stimulations-là, et donc on a besoin de passer des classes 2, et d'ailleurs même toutes les classes 2 n'ont pas ces stimulations-là, donc il faut un bon audioprothésiste pour choisir le bon appareil également. Exactement. Là, vous êtes dans un dialogue d'experts. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est patient, tout ça Non, pour rebondir. Oui, très simplement, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand on va stimuler, on va passer par... il faut imaginer un clavier de piano, quoi. Oui, ça, pour l'instant, ça va très bien. Jusque-là, ça va. Quand ce clavier de piano a des touches dans les aigus, tout va bien parce qu'on va pouvoir les stimuler et par le bruit de thérapie et la correction auditive dans ces aigus qui génèrent justement ces problématiques d'acouphènes, qui les révèlent en tout cas. Si vous avez un clavier de piano qui est très restreint, vous ne pourrez plus aller stimuler ces fréquences aiguës. D'accord. Donc c'est ce que vous voulez dire. L'appareil classe 1. Les appareils classe 1, par exemple, remboursés à 100%. Ceux qui sont ne répondent pas à ça. Ne répondent pas. Et tous les classes 2 aussi, même haut de gamme, pour certains, ne répondent pas à cette bande passante, on appelle ça une bande passante, très très large. Donc ce n'est pas qu'une problématique financière. Vous voulez dire que c'est encore un moyen c'est là où c'est très intéressant de travailler avec toutes les marques d'appareils. Pourquoi ? Parce que justement, on peut aller prendre l'appareil qui a la bonne bande passante au bon moment pour le patient acouphénique. Dans ce cas-là,
Très bien. Anne-Julie, pardon. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur une information importante pour les patients. C'est effectivement, dans les professionnels, on le disait, on trouve un petit peu de tout. Mais moi, je voudrais faire passer ce message que c'est important d'aller voir des professionnels de santé, notamment pour les psychologues, qui soient formés à la thérapie cognitive comportementale ou à l'EMDR. Et pour ça, c'est très facile. On a une association comme l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, ou alors, il y a un site internet, on va dessus, et puis on trouve tous les thérapeutes en France. Ou sinon, allez voir un psychologue qui est diplômé d'un diplôme universitaire en thérapie cognitive et comportementale. Et pareil pour le MDR, parce que c'est vrai qu'on voit fleurir tout un tas de choses et c'est important de rester carré. Des propositions un peu multiples et pas toutes très très sérieuses. Donc justement, j'allais vous dire, je sais que vous vous connaissez sur ce plateau. Donc souvent, Nicolas Guevara, ça commence par vous, puisque c'est la consultation, c'est le diagnostic qui est posé. Est-ce que vous, comme vos confrères, pourquoi vous souriez ? Non, je souris parce que, si vous voulez, mon activité à l'hôpital, malheureusement, est très, très demandeuse, notamment pour des pathologies graves et chirurgicales. Et dans mes consultations, je vois de moins en moins d'acouphéniques, puisque ce sont des consultations qui prennent du temps. Et effectivement, j'en vois moins que certains de mes collègues ORL. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait que... De ville, vous voulez dire ? Ben oui, l'ORL classique, qui est là pour faire le test auditif, qui est là pour déjà donner les bonnes informations. Et est-ce que l'ORL de ville, ceux qui m'écoutent vont être peut-être très en colère si je dis ça, parce que c'est une évidence, est-ce qu'ils vont penser à solliciter Roselyne, Anne-Julie, Jean-Michel? Est-ce qu'ils ont ce réflexe de la prise en charge pluridisciplinaire? Les gens qui font bien leur métier, entre guillemets, doivent savoir travailler en équipe. Alors bien sûr qu'on peut essayer de formaliser ça, et en France, il y a l'AFREPA, qui est une association française sur les acouphènes, pour essayer de formaliser des équipes. Alors si on a une équipe formalisée autour de soi, c'est encore mieux, mais même sans avoir une équipe formalisée, on l'a bien compris, et si on s'entoure des bonnes personnes pour traiter des patients acouphéniques, voilà, on n'en a pas besoin finalement. On trouve des thérapeutes, que ce soit en EMDR, en TCC, on trouve des bons audioprothésistes et des bons ORL. Alors on sait que par exemple ces patients douloureux sont parfois pas si appréciés parce qu'ils sont complexes. Est-ce que le patient acouphénique est un patient complexe? Oui, il vous dit tout suit de la tête. Alors je vais peut-être demander à Roselyne et Anne-Julie, justement, c'est des patients complexes parce que souvent ils arrivent avec parfois des années de bruit dans la tête et mal compris, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils sont complètement démunis parce qu'en fait, quand ils ont consulté l'ORL et qu'ils ont fait le bilan de tous les examens et qu'on leur dit il n'y a pas grand-chose à faire, c'est terrible parce qu'ils restent avec leur handicap et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est là où, effectivement, comme disait Anne-Julie, ils sont prêts à aller consulter n'importe qui. Donc moi, quand je les récupère au cabinet, je vois si je leur fais faire de la sophrologie ou de l'EMDR. Mais c'est vrai que la sophrologie, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une méthode qui est basée sur le ressenti aussi du corps, sur les émotions. Et c'est une méthode globale et progressive qui, grâce à des exercices pédagogiques et spécifiques, mais pédagogiques, je dis bien, on arrive à les amener à renforcer leur sentiment de confiance et à gérer le stress et les émotions. Et quand je dis pédagogique, c'est parce que, on a des exercices de respiration, bien sûr, ils sont à l'écoute de leur corps, de leur souffle, mais pas que. Ça, c'est du premier degré. Après, sinon, on nous appellerait des relaxologues. Mais là, on touche vraiment des exercices pédagogiques parce que, par exemple, tout à l'heure, on disait, oui, les patients acouphéniques ne supportent pas le silence. C'est terrible. Ils sont mieux dans le bruit, effectivement, parce que ça camoufle, atténue un peu, ça atténue le bruit. Mais moi, je me fais plaisir à leur faire des exercices en silence parce qu'en sophrologie, je ne mets pas la musique. Donc les exercices, on ferme les yeux, on baisse son niveau de vigilance, on est entre l'éveil et le sommeil. On appelle ça en sophrologie le seuil sophroliminal, comme en yoga, la zone alpha. Donc on est dans cet état de conscience modifié. Et là, je vais faire des exercices de respiration. Je les amène à s'orienter, à se concentrer sur leurs sens. Et en fait, moi, je leur explique très facilement ce que c'est que la sophrologie.
ce que c'est que la sophrologie, j'emploie le verbe avoir et être. J'ai un corps en tant que capital. Ok, les oreilles me dérangent, me font mal, m'empêchent de dormir, mais en même temps, moi, je les oriente pendant les exercices à se concentrer sur les autres sens, qui sont des organes merveilleux qui leur permettent d'être en lien avec le monde extérieur. Ils ont des yeux pour contempler un joli paysage, un odorat pour sentir une jolie rose. Vous les réconciliez avec leur sens vaillant. Et là, petit à petit, on les amène vers ce corps qui est un corps merveilleux, même si, encore une fois, il y a des dysfonctionnements. Et ce verbe avoir, j'ai un capital, il me permet d'être et d'exister, je suis. Et ce sentiment d'exister, petit à petit, les amène justement à renforcer leur sentiment de confiance et à se sentir beaucoup mieux dans leur peau. Et à la fin de la séance, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'au départ, ils ont cette appréhension, ah non, mais moi, dans le silence, ça va être infernal, dès que je vais fermer les yeux, je vais entendre que mes acouphènes. Et là, ils sont tellement à l'écoute d'autres exercices, là encore, on est dans cette capacité à détourner l'attention de la douleur et des bruits. Et bien là, j'ai pas entendu, mais je n'ai senti que la rose et je n'ai entendu qu'un bruit parce que je les amène pour visualiser aussi un joli paysage, ce qu'on appelle un lieu refuge. Encore une forme de leurre. Ils sont, voilà, c'est toujours détourner l'attention avec différents exercices. L'objectif, c'est de détourner l'attention. On l'a bien compris. On avance et on arrive vraiment à la fin. Anne-Louis, j'ai peut-être juste une petite question avant un petit tour de table. En fait, il y a énormément de gens qui souffrent d'acouphènes, mais ils n'en parlent pas beaucoup autour d'eux. On ignore que son voisin de bureau souffre de ça, ou son collègue. Pourquoi c'est tabou? C'est pas quelque chose qu'on va forcément aller évoquer parce que c'est aussi de la sphère de l'intime, ce qui se passe à l'intérieur de nous, des bruits qu'on peut entendre, et puis ça peut être aussi compliqué dans la communication avec les autres, d'avouer, j'en sais rien, au travail, à son collègue que finalement il y a des moments où je décroche un peu pendant une réunion en entreprise parce que finalement ces bruits sont tout le temps présents. Et donc du coup je pense qu'on touche un petit peu la sphère de l'intime, on touche aux émotions et c'est pas forcément hyper facile pour tout le monde de l'évoquer. D'accord. Et si vous avez un mot, puisque malheureusement on arrive au terme de l'émission, est-ce que vous inciteriez les patients déjà à parler, à se livrer sur leurs acouphènes? Est-ce qu'en parler déjà, c'est un grand classique quand on parle des maladies, mais est-ce qu'en parler déjà autour, c'est déjà une manière de... Je ne vais pas dire de mieux vivre avec, parce que je vais me faire gronder, en tout cas de mieux les supporter? Vous parlez à une psychologue, donc mon premier outil de travail, c'est la parole. Donc, mais pas la parole qu'avec vous. Bien sûr, de pouvoir banaliser les choses. Ça fait déjà un travail sur les pensées. Et tout à l'heure, Roselyne utilisait des métaphores. Et moi, c'est toujours la métaphore du petit hamster qui court dans la tête. Vous savez, en fait, c'est notre mental, en fait. Et notre mental, il nous dit beaucoup de choses tout le temps. Et dans les acouphènes, le petit hamster, il court tout le temps. Donc, effectivement, si j'arrive à un moment donné à me confier aux bonnes personnes, aux personnes ressources dans mon entourage, peut-être que oui, c'est déjà le début d'un travail. Très bien. Roselyne, vous voulez aussi peut-être un petit mot à destination des patients qui nous écoutent? Oui, moi je voulais dire aussi que on n'a pas parlé de l'effet placebo et pourtant il existe. C'est cette capacité à s'auto-guérir. Parce que parfois, moi, j'ai des patients qui viennent à la première séance, je ne fais rien. Ils ne font que parler et exprimer leur situation sociale et familiale. Et puis, c'est à la deuxième séance qu'on commence à faire le travail de sophrologie ou de MDR. Et là, la deuxième séance, ils vont déjà bien. Et ils ne me parlent même pas de l'acouphène. Et ils commencent à me parler de leur drame de vie, parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, les acouphènes étaient parfois, se déclenchaient parfois après un choc émotionnel ou un traumatisme qu'on avait vu lors de la première séance. Mais le fait de savoir qu'ils vont être pris en charge, ils vont déjà mieux. Donc vous incitez, vous aussi, à demander de l'aide, parce que déjà, l'effet placebo, c'est un vrai effet, l'effet placebo. C'est une capacité à s'auto-guérir, et tant mieux, ça existe. Donc, de se prendre en charge, c'est très important. Nicolas? Oui, c'est magnifique ce que vient de dire Roselyne. Ça veut dire que vous ne servez à rien. En fait. Moi, je ne sers à rien. Ça saurait, de toute façon. Tout est dans l'effet placebo. Non, mais je voudrais remercier, bien sûr, Audition Conseil, Jean-Michel Sala et puis le groupe ce matin. C'est ce que je ferai, bien sûr. Parce que faire une émission comme ça, on l'a bien compris, c'est faire beaucoup de pédagogie. Parce qu'une partie du traitement, c'est l'effet placebo, mais l'effet placebo fait qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et donc la pédagogie de
qu'est-ce qu'un acouphène, pourquoi je ressens ça, et comment finalement les autres ont fait pour s'en sortir, cette pédagogie-là, elle est essentielle, et c'est ce qu'on fait dans nos consultations. Et ça prend beaucoup de temps. Donc cette émission, elle est parfaite, on va pouvoir mettre le lien après, le distribuer à nos patients, et dire venez écouter l'émission, parce que ça fera partie du traitement. Très bien. Bien sûr. Jean-Michel Salah, effectivement, c'est grâce à Audition Conseil que cette émission se tient. Oui, et j'imagine que le résultat vous réjouit. Je remercie surtout les experts qui sont à cette table ce soir. Et Nancy, qui anime toujours de manière très vive et conviviale ces échanges. Nicolas Guevara a dit une chose qui me paraît fondamentale. C'est surtout la problématique du patient, c'est qu'il veut guérir, mais on guérit d'une maladie. Or, les acouphènes, c'est un symptôme. Et quand on arrive à expliquer ça avec des bons mots, parce que c'est pas évident, mais qu'on ait toute une équipe autour de ces mots, autour de la compréhension du patient, mais je pense que l'accompagnement se fait beaucoup mieux. Alors, on peut parler de placebo, de MDR, de TCC, de correction auditive et associé à la thérapie sonore, mais malgré tout, c'est l'écoute du patient, lui donner les bons vecteurs, les bons mots, très simples, très popularisés, très vulgarisés, de manière à ce qu'il puisse comprendre ce qui lui arrive et qu'il arrête d'aller dans une forme d'errance thérapeutique, mais parce qu'il cherche à être guéri. Et on ne lui a jamais dit qu'en fait, c'était non pas vivre avec, mais que ce soit complètement partie de son être. Très très belle conclusion, merci infiniment, merci à Audition Conseil, merci à vous à tous. Nancy, C'était un vrai plaisir Merci. de vous avoir avec nous, j'espère à la prochaine émission. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver cette émission sur le Facebook de Nice Matin et sur YouTube, donc vous allez pouvoir la voir, la revoir, la diffuser partout et je pense que c'est extrêmement important. Merci à tous et merci encore à vous qui nous avez fait passer ce moment passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous.